de vous accueillir. Hein. Ben, moi aussi, je suis enchantée de partager cette séance avec vous d'apéritif confiné. C'est un plaisir. Moi, j'ai une petite bouteille, puis je vais l'ouvrir et je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Je vois que vous avez déjà mis en place Marie. Oui, non, on a débuté un petit peu avant. Bon, vous avez suivi un peu les déclarations du Premier ministre. Vous avez vu qu'au niveau du monde de l'hôtellerie et de la restauration, pas de décision serait prise avant la fin du mois de mai. Ouais. Donc ça va nous permettre d'abord de rester disponible pour pouvoir réfléchir à l'avenir et voir un petit peu comment vont évoluer nos métiers, nos lieux, qui sont des lieux d'accueil, des lieux de mobilité, des lieux de réception, des lieux de sociabilité également, dans le nouveau contexte qui va se découvrir pour nous un petit peu dans quelques temps. Voilà, donc en tout cas je suis ravi d'être avec vous et d'être avec vous tous autour de vos écrans. Je vois que les compteurs commencent à monter, les gens se languissent de mieux vous connaître, Marie. Donc vous êtes passé il y a quelques années en région parisienne, c'était du côté de Montfermeil, c'est ça? C'est ça, oui, dans la banlieue de Paris. Et qu'est-ce qui vous a amené finalement à embrasser la carrière de la sommellerie et de la gastronomie? Alors c'est vrai que j'ai un parcours plutôt atypique. J'ai débuté d'abord par un bac scientifique pour m'orienter par la suite donc en pâtisserie. J'ai donc effectué un bachelor art culinaire et entrepreneuriat donc à Ferrandi à Paris. Donc 3 années d'études. On salue tous les gens de Ferrandi et globalement tous les gens qui font des formations et leurs professeurs parce que l'encadrement bien entendu comme toujours est fondamental pour trouver sa propre vocation. Donc Ferrandi. Ferrandi, 3 années au cours desquelles j'ai effectué des stages, donc des stages en pâtisserie, boutique, restauration, hôtel. Pour les citer, j'ai travaillé notamment au Trianon Palace à Versailles aux côtés du chef Edith Ben-Ghanem. On salue également et toute l'équipe du Trianon Palace. Et bon, quel pâtissier s'il en est, Edith. Oui, un chef qui m'a transmis vraiment sa rigueur et la régularité dans le travail. Donc un stage très, très intéressant. Par la suite, j'ai découvert la région alsacienne, donc en partant chez Jean-Yves Schillinger à Colmar. Et puis enfin, la Haute-Savoie, chez Philippe Rigolo, donc à Annecy. D'accord, oui. Grand pâtissier s'il en est aussi, et grand chocolatier. Oui. On peut saluer également et tous nos amis savoyards. On va revenir sur la Savoie. Et donc, après tout ce parcours, quel est le moment qui vous a fait à la fois aimer le vin et opter pour la sommellerie? Je pense que mon plus beau souvenir en dégustation reste en Alsace. Où j'ai découvert vraiment le vignoble fantastique de l'Alsace et pouvoir courir au milieu des vignes durant ces jours de repos ou déjeuner au cœur des fameux Weinstube. C'est vraiment là où la passion pour le vin est née, je pense. Et qui m'a fait choisir cette voie depuis cette année fraîchement. Ah oui, donc c'est vraiment une actualité pour vous. Vous êtes en pleine formation, vous êtes en apprentissage, comme l'on dit, et vous êtes à la fois dans un établissement dont vous allez nous parler, qui est situé à Annecy-le-Vieux. C'est ça, donc en fait c'est une formation en alternance, donc on est quelques semaines à l'école pour une autre partie en entreprise. Mon entreprise se situe à Annecy-le-Vieux sur les hauteurs qui s'appelle le restaurant Le Clocher. Donc si vous connaissez un peu la région, c'est tout à côté du Clos d'Essence. Ah oui, on salue Laurent Petit, Martine et toutes leurs équipes. Parce que notamment Laurent Petit a démarré avec moi au bistrot du Sommelier, parce que quand j'ai créé le bistrot du Sommelier, honnêtement, ma chère Marie, Laurent Petit était mon premier cuisinier. Ah, super, comme pour la Savoie et puis pour Annecy-le-Vieux en particulier. Et donc, sur des gens sympathiques, je crois que vous avez travaillé chez Johan Comte également. Alors oui, suite à mon stage donc chez Philippe Rigolo, j'ai été notamment pâtissière à la Maison Bleue, donc chez Johan Comte, à Verrier-du-Lac. Donc très belle maison où j'ai pu évoluer, voilà. Bon, vous avez Jean-Sulpice aussi autour du lac, et puis il y a quand même d'incroyables belles maisons, de grands sommeliers aussi qui existent dans tous ces coins-là. Ça doit être pour vous localement de
vite source d'inspiration. Nous pouvons rencontrer tous ces grands professionnels. Je pense au fameux Charlie, le président des sommeliers que nous pouvons saluer. Voilà, et puis tous les autres, Laurent Boyer qui s'occupe de la communication au niveau national, mais qui est aussi membre de l'association des sommeliers. J'aimerais que vous parliez aussi, parce qu'on a eu l'occasion de converser avec lui il n'y a pas très longtemps, votre professeur, Olivier Chéreau. Oui. Alors, ouais. Cette formation. Oui, donc voilà, mon formateur, donc Olivier Chéreau, m'a aussi transmis cette passion pour le vin et m'a transmis sa vision des choses. Voilà, c'est une personne extrêmement dévouée pour faire bouger les choses en Savoie. Pour ceux qui nous écoutent, j'espère que ce sera l'occasion pour eux de découvrir ce fantastique terroir à majorité calcaire qui offre des vins d'une extrême fraîcheur, une extrême richesse. Donc voilà, et puis c'est une région qui regorge de belles personnalités. On parlait de Charlie qui m'a vraiment aidée pendant la préparation des concours. Une personne passionnée, passionnante auquel j'ai aimé évoluer pour les préparations des concours. Si vous avez des questions à poser à Marie, n'hésitez surtout pas. Effectivement, il y a des petits commentaires qui apparaissent sur l'écran. On va essayer de voir par rapport aux questions, effectivement. La première question qui peut venir quand on évoque votre région d'adoption actuelle, c'est un peu votre coup de cœur ou vos découvertes dans les vins de Savoie. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont envie de savoir ce que vous ressentez, Marie, sur les vins de Savoie. Sur les vins de Savoie, oui, ce serait très long d'en parler, mais voilà, j'ai découvert vraiment ce terroir assez récemment. Je suis vraiment tombée amoureuse. On a vraiment une panoplie de cépages, de terroirs qui offrent une diversité de vins. C'est extrêmement intéressant. Voilà, pour domaine coup de cœur, par exemple, où j'ai effectué donc une semaine de vendange, je citerai le domaine Jean-François Quénard, donc à Chignin. Voilà, j'ai vraiment découvert tout ce qu'on peut faire sur les terroirs de la Combe de Savoie, autant sur la Jacquère, le Bergeron, que le Persan. Voilà, un cépage que j'ai pu découvrir. Voilà, un vieux cépage oublié, quelques hectares seulement en Savoie, qui offre un vin d'une extrême richesse. C'est très intéressant. C'est vrai que quand on pense à la Savoie, on pense au blanc, on pense à l'Apremont, à l'Abîme. On évoque pour les blancs, la mondeuse pour les rouges, mais finalement il y a plein de cépages. Le Persan est un bon exemple, mais il y a du Chassagne également, notamment du côté de Ripaille, par exemple, à côté d'Évian, et dans d'autres endroits. Il y a des vins effervescents du côté de Seyssel qui sont très intéressants également. Il y a un cépage rare, presque aussi rare que le Persan, qui s'appelle le Gringer, qui est un cépage aussi qui a beaucoup de tempérament. Et ce sont des cépages, je pense que vous en rendez compte sur place, en les goûtant, mais ce sont des cépages qui sont intéressants, notamment dans ces périodes de réchauffement, parce que c'est des cépages qui sont plus résistants à la nature environnante et à la climatologie actuelle. J'ai eu la chance de déguster certains Gringers du domaine Montessuie ou Belluard, et c'est vrai qu'on a vraiment cette extrême minéralité en finale c'est fantastique. Ça, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup les ardoisières, notamment, et ces différentes cuvées, ces cuvées de quartz, de schiste, de l'améthyste, enfin, c'est en fonction effectivement de la géologie. Vous avez raison de souligner le calcaire. Le calcaire, c'est une vraie richesse dans le territoire français, notamment. Vous savez que la plus grande poche calcaire, effectivement, utilisée pour les vignobles est en France, au niveau mondial. Donc, c'est vrai que c'est une identité de géologie qui donne vraiment du caractère au vin. Et dans les zones montagneuses en particulier, c'est le cas pour la Savoie. Dans les autres domaines que j'aime bien aussi, les vins de la famille Grisard, notamment, j'ai des souvenirs magnifiques de Vertical de Mondeuse, il y a quelques années. Ce cépage, finalement, peut être proche, lorsqu'il est vinifié avec une certaine extraction, proche de certains vins de Syrah. Et avec le temps, je pense que vous avez peut-être eu l'occasion d'en goûter aussi. Vous avez l'expérience sur les vieux millésimes de Mondeuse?
Vieux millésime, comme ça, non, pas tellement. Chez le domaine Grisard, ce que j'ai apprécié, voilà, c'est les vieux cépages oubliés. J'ai pu déguster une petite Arvine, Mondeuse Blanche, 100%, voilà, des cuvées en monocépage qui nous permettent vraiment de découvrir les richesses qu'offre la Savoie. Exactement, la petite Arvine, en général plutôt en Suisse. Et on peut saluer notamment nos amis du Valais pour lesquels la petite Arvine fait partie de ce qu'on appelle les spécialités. Dans les autres maisons savoyardes, j'ai eu l'occasion de goûter récemment une roussette de Montermino, donc il a fait par la maison Jean Perrier et Fils, que j'ai vraiment trouvé très, très intéressant. Et puis dans le même secteur, dans le secteur plutôt Chambéry pour le coup, il y a le domaine Château de la Violette, que Ouais. j'ai dégusté aussi de très jolies cuvées ces derniers temps. Vous êtes actuellement accueillis, on a de la chance en France, hein, il y a vraiment des belles régions. Et dès qu'il y a de la vigne, vous le disiez, ça nous fait courir. Mais courir pas que pour aller chercher la pépite en matière de vin, même si ça peut vous aider, mais vous êtes aussi, vous, une spécialiste, une frondeuse, c'est ça qu'on dit? Fondeuse, ouais, c'est ça. Dans une région où la fondue est un des plats phares, c'est pas mal. Ouais, c'est le comble. Oui, notamment, je pratique beaucoup la course à pied, un sport que je pratique depuis de longues années maintenant. Distance de prédilection plutôt le 10 km, mais c'est vrai qu'en habitant la Haute-Savoie, c'est intéressant de découvrir le trail. Voilà, les paysages qu'on peut observer, ça donne envie de pratiquer le trail. J'imagine. C'est qui votre star dans votre sport, donc? Alors oui, pour moi, la personne qui m'inspire le plus au quotidien, ce serait Kylian Jornet, donc un fameux trailer, multiple gagnant du marathon du Mont Blanc et plein d'autres trails dans le monde entier. Voilà, c'est quand on a lu son livre Courir ou mourir, on se rend vraiment compte d'une personne qui est extrêmement, qui a conscience du dépassement de soi et c'est vraiment un modèle pour moi au quotidien. C'est génial. Un petit coucou personnel à ma sœur qui est aussi dans sa catégorie une championne et son amie Chantal aussi. Sylvie Forbrac, Chantal Bayon, qui sont des spécialistes du trail aussi et qui parcourent la montagne. C'est ahurissant la santé qu'il faut avoir pour faire du trail. Le physique qui convient bien, il faut avoir aussi le cœur qui fonctionne bien, les poumons bien oxygénés et effectivement savoir marcher en faisant attention. La descente est très difficile aussi en trail. C'est pas la montée. Ouais, aussi, ouais. On dit que la montée, c'est plutôt le cœur et la respiration, et la descente sont plutôt les jambes. Et effectivement, il faut gérer les deux. Voilà. Travail de long. Marie, on va changer un peu de région parce que vous avez quand même, vous êtes devenue une vraie légende cette année dans le milieu des écoles hôtelières. D'autant plus qu'il y a des concours qui n'ont pas eu lieu en fin d'année parce que malheureusement le confinement a empêché. Mais il y en a deux auxquels vous avez participé et vous avez gagné les deux, notamment le Challenge Gassier, qui est donc une très jolie propriété sur les contreforts de la montagne Sainte-Victoire à côté d'Aix-en-Provence. Donc ça concerne peut-être un peu plus l'esprit provençal. Et le deuxième, moi j'aimerais que vous nous parliez, c'est le trophée des vins du Sud-Ouest qui a été organisé de façon un petit peu originale. Alors commençons avec ce trophée Gassier. C'était quoi ce concours? Alors c'était un concours qui a eu lieu c'est la deuxième année qu'il a lieu. Les sélections ont eu lieu en début janvier. Voilà, une sélection sur un questionnaire, donc sur les connaissances du vignoble provençal. S'en est suivi une deuxième épreuve de sélection, donc là une dégustation à l'aveugle. Donc le Château Gassier a fait parvenir au CFA des bouteilles à l'aveugle, sans étiquette, sans indice. Et voilà, devant eux en FaceTime, on avait dû déguster à l'aveugle. Et suite à ça, donc la finale, donc là au Château Gassier, au cœur de la montagne Sainte-Victoire. Donc une expérience extrêmement enrichissante. C'est vrai qu'avec mon professeur Olivier Chéreau qui m'a accompagnée durant ce voyage, on a pu découvrir vraiment ce terroir magnifique. Vous avez un coach personnel dans un décret magnifique. Oui. C'est combien en finale pour le trophée? Alors on était 5. 5. 5.
concourir sur différents ateliers, un atelier d'accord mets et vins, commercialisation, dégustation à l'aveugle et accord mets et vins. Donc vraiment tout ce qu'on peut trouver dans notre métier de sommelier. Alors vous en doutez bien que la question qui se pose et que tous les gens posent aussi, je vois sur l'écran, c'est quels sont vos coups de cœur en Provence? Parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'image du rosé. D'ailleurs, j'avais choisi pas nécessairement provençal pour goûter ce soir. Mais c'est quoi un petit peu votre vision à votre âge avec la formation qu'elle aborde aujourd'hui de la Provence? Déjà, ce concours a permis que je m'intéresse davantage au rosé. On a une vision souvent du rosé, une boisson estivale, mais en réalité pas que. C'est vraiment un vin qui permet de fabuleux accords, des rosés qui ont subi parfois des élevages ou des rosés avec des vieux cépages oubliés de la Provence, permet des beaux accords gastronomiques. En domaine coup de cœur, un domaine que j'ai eu l'occasion de visiter, domaine Tempier, donc à Bandol. Je ne sais pas s'il y a un petit bug. De temps en temps, l'image, le son est bon. Ah, là on a perdu tout de suite pour quelques instants Marie Ledecky. C'est bon Marie, ça fonctionne de nouveau. Vous étiez sur domaine Tempier à Bandol. Marie. On va retrouver Marie, j'espère, dans quelques instants, nous parler de sa vision de la Provence. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu, Marie? Ah, on a perdu Marie, mais la technique va revenir. Sinon, il faut peut-être qu'elle relance son système pour pouvoir effectivement en profiter directement. On relance. Voilà, elle est repartie, mais elle va revenir. On va essayer de la faire bien. Donc elle était en train d'évoquer effectivement cette Provence que j'aime bien parce que moi je suis originaire de Marseille, donc du coup je suis né en Provence, j'ai partie de ma famille originaire du Var également, puisque mon grand-père lui était originaire d'Italie, mon arrière-grand-père était venu s'installer en Provence du côté de Gonfaron, et puis donc ma grand-mère était aussi varoise. Je salue ma maman d'ailleurs qui nous regarde. Marie de nouveau. Est-ce que ça fonctionne? Ce problème. J'ai du coup évoqué un petit peu rapidement la Provence et quelques souvenirs personnels avant que vous reveniez. J'étais en train de parler du domaine Tempier à Bandol. Oui, c'est ça. Alors, un domaine que j'ai eu l'occasion de visiter avec mon formateur, Olivier Chéreau. J'ai pu, petite anecdote, nous sommes arrivés juste après la revue du vin de France. Donc, on a eu l'occasion de déguster de très, très beaux millésimes. J'ai le souvenir d'un rosé de 1999. J'avais pas l'idée qu'on pouvait autant garder un rosé, mais qui gardait quand même... En même temps, ça paraît beaucoup, mais effectivement, il y a transformation pas seulement de la couleur, mais des saveurs et de l'équilibre gustatif également. On est moins sur la fraîcheur, sur les grumes, sur le côté printanier tel qu'on les a en général maintenant, mais réellement sur du coup un rosé qui peut-être d'ailleurs pour vous, en tant que pâtissière aussi d'origine, peut être inspirant pour certains desserts. Oui, on peut faire de fabuleux accords. Avec quand on a un peu de sucre résiduel sur des tartelettes, la saison des fraises va débuter, c'est un mariage fantastique. J'imagine bien. On va retourner en Provence parce que effectivement il y a les rosés, bien entendu ils sont légion, 90% quasiment de la production provençale c'est rosé, mais il y a des rouges super intéressants, vous évoquiez Bandol, et puis il y a également les blancs à Palette, je pense au Château Simone, mais pas que, des blancs sur Bandol aussi, notamment la Lévière, les terroirs un peu plus au nord, ou d'autres domaines, et des blancs à Cassis, bien entendu, j'en ai déjà parlé à l'antenne, voire des blancs de Tunis, la petite appellation qu'on appelle Bélé, qui effectivement des blancs originaux également. Alors le temps passe et finalement j'aimerais bien qu'on aille dans le sud-ouest, parce que le sud-ouest a permis d'atteindre aussi une partie de votre gloire récente, puisque vous avez remporté le trophée des vins du sud-ouest, organisé brillamment par à la fois
l'association des sommeliers de Occitanie Sud-Ouest, que je salue, notamment Philippe Subira, son président, mais aussi toutes les équipes qui l'ont entouré à cette occasion-là. Les vins du Sud-Ouest, bien entendu, qui couvrent une grande partie de ce secteur géographique français qui est assez large, puisqu'on part quasiment de la région toulousaine jusqu'au Pays Basque, en passant par le Béarn et toutes ces belles régions magnifiques. Et pour la première fois, ce trophée a été organisé, vu les circonstances, et avec une rapidité incroyable de la part justement de l'équipe organisatrice, je dirais totalement en ligne. Racontez-nous un peu cette expérience incroyable et ce dénouement, et puis après vos coups de cœur de l'Antonio du Sud-Ouest. Oui, alors oui, c'est vrai que c'est une expérience assez unique. Voilà, être derrière son ordinateur voilà, depuis la matinée pour différentes épreuves de sélection. Donc on avait 3 épreuves, donc un questionnaire, donc en temps limité, ensuite une carte erronée et enfin une épreuve d'accords mets et vins. Donc on avait un menu et on devait choisir un vin et justifier nos choix. Il me semble que j'ai une connexion, je pense que... On vous entend toujours, mais malheureusement de nouveau on a perdu. Allez-y, essayez de revenir vers nous. Si la connexion savoyarde fonctionne bien, sinon Marie va revenir dans quelques instants. Elle va annuler peut-être et revenir. Marie, ne nous entendez toujours pas. En tout cas, moi j'ai suivi en ligne et je voudrais remercier aussi, féliciter et Thierry Guillon et toutes les équipes effectivement qui ont participé à cette aventure fantastique. Et c'était une vingtaine de candidats. Et moi j'ai suivi en ligne effectivement les différentes épreuves, les différentes prestations, notamment celle de Marie, effectivement, qui nous a fait sur son accord mets et vins découvrir des crus exceptionnels. Par exemple, elle a choisi pour démarrer sa suggestion de repas Domaine Le Roc à Fronton, qui est un vin effectivement tout à fait original, effervescent, fait du côté de Fronton. Le domaine Arecchia, avant que Marie revienne, voilà, avant que Marie ne revienne, je pense qu'on va pouvoir leur faire revenir comme ça. Le domaine Arecchia de Diroulévi, comme rouge, avec un agneau local, et elle nous a fait découvrir et partager un mosaque fait à Gaillac par M. Plageol, comme vin pour agrémenter son dessert. C'était juste parfait. J'ai raconté, Marie, pendant cette petite coupure technique, les vins que vous aviez choisis pour effectivement agrémenter le menu accord mets et vins de votre finale. Donc j'ai parlé, oui. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails, on va pas parler peut-être un peu d'autre chose, mais du Rocambule, d'Arecchia et du mosaque de chez Plageol, que j'ai présenté rapidement pendant que le temps que vous reveniez. Donc ce cours est organisé effectivement en ligne, en totalité, et vraiment je remercie encore effectivement, et je vois que d'ailleurs Philippe Subira, le président des sommeliers du Sud-Ouest, est en ligne et nous suit avec son restaurant La Table du Sommelier, et qui souligne votre belle performance. Ça vous a inspiré quoi ce concours en ligne justement particulier? Inspirée, j'étais très heureuse déjà qu'il soit maintenu, de avoir été jugée par des très belles personnalités. Vous étiez présents et je vous en remercie. De tout démontrer en quelques minutes. C'est un exercice pas facile, mais qui permet de gérer un peu la pression, le stress, et de faire attention à nos accords. C'était une très belle expérience. En tout cas, vous avez été brillante, mais il faut dire que les 2 autres d'ailleurs finalistes étaient aussi assez performants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de leurs noms, de leurs écoles. Deux candidats complémentaires de la finale, mais on peut les saluer aussi vraiment, parce qu'ils ont été les 2 aussi. Un coup de cœur peut-être pour justement les vins du Sud-Ouest. Et je crois un en particulier qui nous a inspiré, vous la pâtissière dans l'âme, peut-être une appellation en particulier.
Oui, c'est vrai que étant ancienne pâtissière et plutôt gourmande, j'avais envie de mettre à l'honneur mon dernier coup de cœur du moment, donc à savoir un Jurançon en vendange tardive du domaine de Souche, donc millésime 2014, donc un vin issu exclusivement du cépage Petit Mansingue, passerillet et élevé 12 à 18 mois en fût. Voilà, on est sur un vin d'une extrême richesse aromatique. Les terroirs de Jurançon offrent vraiment cette belle fraîcheur en finale. C'est juste exceptionnel pour marier sur un dessert. J'imagine. La couleur or donne déjà beaucoup de motivation pour le connaître un peu plus. Passerillage, pour les gens qui nous écoutent, en deux mots, ça veut dire quoi, passerillage? Parce que tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas spécialiste, il y a des termes que nous utilisons les uns et les autres. Oui. C'est quoi le passerillage? Alors là, c'est le raisin qui est séché en fait. Là, le domaine Souche, ils ont la particularité que les grappes restent sur pied et qu'elles sont séchées directement. D'accord, c'est passerillage sur souche, ce qui pour le domaine de Souche semble tout à fait évident. Voilà, c'est déjà le titre. Et on salue la famille Goberu qui est voilà, et notamment Lina, Yvonne et Goberu, qui a marqué l'histoire de ce domaine depuis longtemps. Même l'appellation Jurançon, juste à côté de Pau, on a toujours tendance à l'associer à Henri IV parce qu'on dit qu'il a été baptisé au Jurançon. Mais à Jurançon, on fait des moelleux extraordinaires. Il y en a plein, le Clos Joliette, les vins de Monsieur Ours, le Cru Roulin, Coapé, enfin, etc. Il y a toute une pléiade de jolis vins. Il y a des secs également à Jurançon. Oui. Souvent d'ailleurs élaboré plutôt avec du gros Mansin, alors que le petit Mansin, c'est la taille du cépage qui est un peu différente. Est-ce que vous aimez bien les Jurançons secs également? Alors j'ai eu l'occasion du coup de découvrir aussi leur cuvée Mon Plaisir, donc en Jurançon sec, et c'est incroyable, je trouve la belle, on est tout au sud de la France et la belle fraîcheur que ça garde, l'extrême richesse aromatique sur des notes plutôt agrumes, de fruits à chair blanche, et c'est plutôt intéressant, voilà. Bien entendu. Ce qu'il faudra faire, c'est c'est remettre tout à l'heure un petit peu ensemble, on enverra à nos amis les photos des bouteilles. Vous avez un rouge aussi à côté de vous, c'est quoi le rouge là, que vous avez choisi? Alors oui, ce soir j'ai ouvert donc un vin aussi coup de cœur de l'appellation Fronton, issu du cépage 100% aigrette, donc la cuvée Folle Noire d'en bas, donc du domaine Le Roc, un vin tout en fraîcheur, en fruité. On est vraiment sur des notes de fruits noirs, légèrement épicés également. Les tanins sont extrêmement bien fondus. Je trouve qu'en apéritif c'est plutôt sympathique. Ce soir j'avais envie de vous faire partager cette cuvée. C'est génial. Merci beaucoup de ces coups de cœur. Le Sud-Ouest, c'est grand, c'est vaste, c'est un pays de cocagne. On peut saluer effectivement les gens de Bergerac, du Duras, les côtes du Brulois, les vins que vous avez cités, Fronton, Gaillac, enfin, etc. On est vraiment gâtés, les Cahors, bien entendu, les Madirans, le Pacheren, qui est l'équivalent du Jurançon, mais plutôt côté Madiran, enfin, etc. Les côtes de Saint-Mont ou autres vignobles. Il y a vraiment... C'est un pays de cocagne extraordinaire, la gastronomie, les paysages et puis la diversité des vins. Je voudrais vraiment souligner le travail extraordinaire fait aussi par tous les vignerons du coin de la région, comme d'ailleurs tous les vignerons de France. Leur dire que c'est pas une période facile pour personne en ce moment et qu'on espère vraiment d'abord que la récolte va être belle. Ça permettra de donner un peu de sourire qualitatif pour un millésime que de toute façon a déjà marqué l'histoire de l'humanité. Je pense que 2020... Les bouteilles de 2020, on va les retrouver pendant longtemps comme une année particulière, une année de légende, j'espère qualitative, en tout cas une année qui aura marqué nos esprits les uns les autres. Pour terminer, peut-être, est-ce que vous avez un coup de cœur d'un livre qui serait un peu votre pipe de chevet pour tous les sommeliers qui nous écoutent, tous les gens qui s'intéressent au vin et qui nous ont suivis là pendant cette petite demi-heure? C'est quoi votre ouvrage de référence? Alors c'est vrai que j'ai eu la chance que mon formateur m'a prêté donc l'Atlas mondial du vin de Hugh Johnson et voilà, donc c'est un ouvrage de référence pour quelconque sommelier. Voilà, c'est vraiment mon ouvrage auquel je me réfère sans cesse.
J'imagine bien. Il y a le livre de Paul Brunier qui est un livre magnifique également. Il y en a plein d'autres. On est assez gâtés en matière de littérature autour du vin et de la gastronomie. Il est déjà 19h. Le moment de dire bonsoir à tout le monde. Moi, je vais goûter, je vais vous dire ce que j'avais choisi pour ce soir. C'est un vin du coteau du Vendemois dans le Loir-et-Cher, donc du côté de la ville de Vendôme. Ils sont spécialisés dans un cépage très original qui s'appelle le Pinot de Nice. Pinot EAU à la fin et au Nice et apostrophe EUNIS. Et c'est un vin qui a un pouvoir de séduction aussi assez incroyable, avec des notes poivrées incomparables. C'est vraiment ce qui caractérise ce rosé. Il y a du fruité, mais il y a aussi du poivré, des notes épicées qui ont fait vraiment un vin qui peut surprendre en dégustation, mais qui aussi sait séduire par son tempérament particulier, avec souvent pour ces vignobles un petit peu centrionaux, des acidités qui sont suffisamment intéressantes pour donner un côté très frais. C'est parfait à l'apéritif, c'est génial avec du fromage, c'est pas mal avec des volailles, ça va très bien avec des poissons rôtis, enfin, etc. C'est un vrai vin original à faire découvrir ou redécouvrir. Ça, c'est la cuvée coquine de la cave de la cave de Vendôme. Mais Colin est un des vignerons que j'aime beaucoup aussi et que je voudrais saluer aussi son gris, parce que c'est des gris, rosés gris, qui sont juste incroyables et à redécouvrir également. Voilà les uns et les autres. Merci Marie, merci à l'équipe de Vin et Société qui nous a permis d'initier ces lives.